What's up guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Trust le Process. Bienvenue dans un épisode 4. Et ouais, un épisode 4 qui porte sur l'ego. Et tu vas me dire, ouais mais c'est évident l'ego et tout ça. Non, c'est pas évident. Trust me, don't trust ton ego. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer déjà ce que c'est l'ego, d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça contrôle notre vie, dans quel moment, dans quelle situation est-ce que c'est l'ego qui prend le dessus, qui prend même le contrôle de ta personne, versus quand tu es dans ton true authentic self, quels sont ces moments-là, et surtout te donner une méthode, non pas pour éliminer ton ego, parce que ça je pense que c'est impossible et c'est pas souhaitable parce que l'ego a quand même du bon, mais une méthode qui va te permettre de défier ton ego, de reprendre le contrôle et d'être toi-même, de retrouver confiance en toi. Parce que pour moi, c'est ça le key, c'est la confiance, self-trust. Mais ça, je t'explique ça un peu plus tard. D'abord, avant de rentrer dans c'est quoi l'ego, la définition exactement et d'où ça provient, moi j'ai une hypothèse. J'ai une hypothèse selon laquelle l'ego chez les hommes et les femmes, c'est pas que c'est pas le même ego, parce que l'ego c'est l'ego, hein, mais il s'exprime de manière différente, à travers des canaux différents, des goals différents. Et ce qui m'a fait penser ça, c'est une interview de Mike Tyson. Je sais pas si tu le connais, mais Mike Tyson, c'est un des plus grands boxeurs ever, américain, qui a fait une entrevue avec un journaliste qui lui demandait quel est ton boxeur favori ever. Et bon, c'est obvious, et obviously il a répondu Mohamed Ali, parce que selon lui c'était le boxeur le plus technique. Le journaliste lui a demandé pourquoi, et il lui a répondu simplement son désir de gagner, son ego. Mohamed, il pensait qu'il était le meilleur boxeur que Dieu n'ait jamais créé. Il s'aimait comme personne ne s'est jamais aimé soi-même, et ça, tu peux pas battre ça. Comment tu bats ça? Il demande au journaliste. Et c'est là que Mike Tyson sort une punchline qui m'a fait repenser ce truc d'ego homme versus femme. A priori, de prime abord comme ça, cette phrase, elle est choquante. Ok, je te l'accorde. On dirait une punchline, tu vois, digne d'un Américain un peu mégalo et tout. Mais en fait, elle est beaucoup plus profonde que ça. En tout cas, moi, je l'analyse de manière assez sage, finalement, de la part de Mike Tyson. La citation, c'est, en anglais, Men aren't meant to be humble, men are meant to be humbled. Je te l'ai dit en anglais parce que j'ai pas du tout envie de modifier l'intention et les mots de Mike Tyson et elle est puissante comme ça. En français, ça veut dire les hommes sont pas censés être humbles, les hommes sont censés être humiliés. Ok, it's a lot. Je veux dire, c'est chaud. Enfin, humilier, c'est chaud. Et de dire que les hommes ne sont pas censés être humbles, ça aussi, faut oser, quoi. Et de prime abord, tu peux dire, ouais, c'est Mike Tyson, on cancelle, quoi. Le mec, il a un tatou tribal sur la tronche, quand même, il zozote, et puis il a un petit lion comme animal de compagnie, t'as pas envie de le prendre au sérieux. Et en fait, moi, je trouve au contraire que cette phrase, elle en dit long. Je pense que les hommes expriment naturellement, dans leur énergie masculine, beaucoup de fierté. Et là, ils sont dans leur ego. Mais c'est là que dans leur vie, quand ils grandissent, ils se heurtent à une opposition. Pour les hommes, c'est soit ils triomphent, soit ils gagnent, soit ils échouent et ils tombent. Et c'est la fin, la fin du monde. Mais dans cette chute, les hommes apprennent, en fait, à avoir un nouveau respect pour les gens qui les entourent, à acquérir une nouvelle perspective sur le monde qui n'est pas finalement aussi large que ce qu'ils pensaient. Et c'est comme ça que les hommes apprennent quelque chose de nouveau qui va changer leur façon de penser, de se penser et donc d'agir, quoi. Et donc, ouais, ok, vous allez peut-être me dire, ouais, Tyson, il dit les hommes ne devraient pas être humbles, c'est un mégalomane. Mais non, moi je pense vraiment qu'il y a une forme de sagesse dans ce que Mike dit,
de vulnérabilité et surtout de sensibilité. Je pense que Mike Tyson, malgré le fait qu'il soit un géant, et encore une fois, le gars a un tatou tribal sur la tronche, je pense qu'on n'en parle pas assez de ce move. Ils perçoivent pas sa sensibilité et moi, je sais pas pourquoi je la feel. En gros, ce qu'il dit, Tyson, c'est que littéralement, le monde, la vie, les gens, quand ils vivent, devraient activement rechercher à humilier les hommes, les autres hommes. Et je pense que ça répond à la phrase, je sais pas si vous la connaissez, l'ego combat l'ego. Parce que en fait, c'est à travers le fait de viser toujours cette fierté, d'être dans leur ego, de vouloir être les meilleurs, les plus puissants, les plus virils du groupe, que ça combat l'ego parce que forcément, quand tu cherches à être le meilleur, à un moment donné, tu tombes, tu vois. Il y a toujours une chute, toujours deux faces à une seule pièce. Et quand tu tombes, eh ben tu t'apprends en fait, t'apprends l'humilité. C'est en étant humilié quelque part que t'apprends à être humilié parce que naturellement, dans leur état en fait biologique, ils sont dans leur énergie masculine et c'est le désir de puissance, le désir d'être le meilleur. Et je pense que ça s'explique par le fait que bah, l'homme dans sa petite tribu, il veut être le plus puissant, avoir la meilleure femme, être le plus viril, etc. Et donc naturellement, moi je pense que c'est lié à la testostérone. Il y a ce truc qui empêche naturellement l'homme d'être humble avant d'avoir traversé la vie et justement que son ego ait combattu son ego, tu vois. Mais bon, ça c'est une hypothèse que je pose là. Je trouve que c'est intéressant de creuser ce point, donc maybe next time. Mais vraiment, je trouve que c'est différent de la manière dans laquelle les femmes, elles, expriment leur ego. Les femmes, c'est plus subtil, je dirais. L'ego s'exprime chez la femme qui se dit femme forte et gentille. Parce que oui, pour moi, la femme forte et la femme gentille, la femme généreuse, pour moi, c'est une seule et même personne. Et pourquoi elles sont gentilles et généreuses comme ça? Pour moi, je pense que c'est parce qu'elles veulent donner tout ce qu'elles ont manqué, en fait. C'est pour ça qu'elles sont généreuses et elles sont fortes parce qu'elles ont été trahies, déçues. Et pour moi, l'origine, en fait, de l'ego, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, d'ailleurs, c'est lié à l'enfance, aux blessures de l'enfance. Mais je trouve que c'est un peu plus marqué chez la femme, dans le sens où la femme forte et généreuse, elle a un ego très fort. Moi, j'ai un ego très fort parce que depuis que je suis toute petite, on me coupe des autres et en même temps, on me demande d'être au service des autres. Ce qui est hyper paradoxal, quoi, en fait, hyper contradictoire. Et c'est comme ça que petit à petit, on se dit femme forte, mais parce qu'on est dans notre ego, l'ego qu'on s'est construit depuis qu'on est toute petite. Je te prends un exemple. Moi, quand j'étais petite, ben, je pleurais. C'était ma seule façon d'exprimer des émotions qu'on m'a pas apprises à connaître, à identifier, déjà. Et du coup, ben, quand je regardais des films, il y avait des scènes tristes, ben, je pleurais, mais vraiment, mais à chaudes larmes, quoi. Waouh, je chialais, c'était la boîte de mouchoirs qui pouvait y passer des fois, tu vois. J'arrivais pas à contenir cette émotion. Et du coup, ben, devant un film, même bidon, hein, même genre le film, mais rien à voir. La meuf, elle chiale devant le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a une scène triste entre Frodon et Sam, quoi. Et ben, là, mon grand frère, mon père, il se moquait de moi. C'était vraiment l'humiliation, vraiment. C'était méchant, hein. Et il m'engueulait en me disant, ben, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Et même quand mon père, il m'engueulait violemment, il me reprochait de pleurer. Bref. J'étais complètement coupée de mes émotions. Et du coup, l'ego a commencé à se construire. La carapace, elle a commencé à se faire petit à petit parce que on attendait de moi que je sois la jeune fille parfaite, la jeune fille de bonne famille, serviable, généreuse, qui pense aux autres avant de penser à elle, qui doit se la fermer parce que les autres ont raison, faut pas trop faire de bruit, prendre trop de place, etc. Et donc moi j'ai grandi en apprenant à me protéger et finalement à jamais me montrer telle que j'étais vraiment parce que si je montrais mon hypersensibilité, parce que là j'ai compris que c'était ça, je ne le savais pas avant, mais si je montrais mes émotions, j'étais vulnérable et là les gens me le faisaient payer cash quoi. Et du coup j'ai appris à
ne jamais me montrer telle que j'étais vraiment, dire ce que je ressentais vraiment. Tout était vraiment très très bloqué. Et j'étais donc incapable d'être vulnérable envers les autres. C'est-à-dire que même mes amis, je me souviens au lycée, mes amis les plus proches, mon noyau, on était quatre, quoi. Bah, elles savaient pas les pires dingueries qui se passaient chez moi, quoi. Et j'étais vraiment dans le mal absolu. Et puis, une fois que je prenais le métro, que j'arrivais à l'école, j'avais un grand sourire, je rigolais, j'étais la première à faire des blagues. J'étais dans mon ego, dans ce masque-là, parce que, encore une fois, incapable d'être vraie et donc vulnérable envers les autres. Et j'étais en mode automatique. Et donc, je pense que vraiment, on ne naît pas avec un ego. Je pense que les enfants ne naissent pas avec un ego quand ils sont tout petits, parce qu'ils sont dans la joie, ils sont dans l'expression spontanée de leurs besoins. Quand ils pleurent, ben c'est ok, parce qu'ils pleurent, parce que soit ils se sentent abandonnés, ils se sentent seuls, ils ont faim. Enfin, on n'essaye pas de réprimer une émotion d'un bébé qui vient de naître, en fait. On n'essaye pas de réprimer leur énergie. Et ces enfants-là, quand ils sont encore petits, ils ont une aisance naturelle, sincère et spontanée à juste être eux-mêmes, quoi. Alors que plus on grandit, plus ben ces émotions-là, on les réprime, on les répresse, on les comprime, on s'enferme, on se bloque, on étouffe, quoi. Et là, l'ego commence à prendre le control. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, certes, je suis une femme forte, mais est-ce que je suis une femme forte? Est-ce que c'était mon ego qui est une femme forte? Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai plusieurs égos. J'ai l'ego de la femme forte. J'ai l'ego de la successful boss girl, là, la bad bitch qui demande rien, qui a besoin de personne, qui a pas besoin d'aide et qui va jamais en demander, voilà, parce qu'elle peut tout faire toute seule. Je sais pas si tu te reconnais, mais moi, ça, c'est un très gros problème chez moi. Et j'ai l'ego aussi du people pleaser, c'est-à-dire que j'ai tellement peur d'être critiquée par les autres que j'essaye vraiment de me fendre en quatre pour faire plaisir aux autres, pour qu'ils soient bien, et qu'ils se sentent à l'aise, etc. Quitte à ne juste pas connaître ou respecter mes limites, tu vois. Et c'est là où moi j'ai vraiment du mal avec mes limites, à les poser, à les connaître. J'ai du mal avec la perfection, avec ce truc de s'il faut être successful. J'ai peur de demander de l'aide aux autres. J'ai peur de tout ce qui peut me rendre vulnérable parce que ça vient contredire l'image que j'ai de moi qui est de cette femme forte, qui doit pas du coup être faible parce que vulnérable égale faible. Spoiler alert, pensée fausse, pensée limitante, enfin voilà. Mais en fait, là, ce qu'on comprend, c'est que cet ego de femme forte, c'est une représentation que j'ai de moi en fait. Est-ce que c'est moi? Je sais pas. C'est plutôt cette carapace, cette chose qui veut cacher sa vulnérabilité. C'est mon ego qui veut me protéger. Et donc, c'est quoi l'ego exactement? C'est la représentation qu'on a de soi et du monde. C'est la personne qu'on croit être. Moi, bah, je crois être une femme forte, gentille, généreuse. C'est l'addition de tous ces concepts, ces croyances, ces illusions, les mots, les étiquettes qu'on se met, les jugements qu'on porte sur nous-mêmes qui forment en fait cette image mentale de nous-mêmes, aka I'm a strong bitch. Mais en fait, c'est une histoire que je me raconte. Et malheureusement, j'y crois. Enfin, mais en fait, on en a plein des égos différents à différents moments avec différentes personnes, voilà, à différents stades de la vie, etc. Et c'est ok, on les a tous. Mais il faut juste comprendre que c'est pas la réalité. Notre ego, c'est un masque qui nous colle à la peau tellement fort qu'on sait même plus dire par où il commence, le masque, et par où se termine la peau. Tellement les deux se confondent pour faire un cocktail Molotov, là, le cocktail à direct, le mal de crâne. T'as bu une gorgée, là, t'as déjà la migraine. Mais l'ego is not all bad, ok? Notre ego, des fois, nous protège vraiment. En tout cas, on a besoin à ce moment-là d'être protégé. Même si c'est pour les mauvaises raisons. C'est comme ça qu'on se construit. Je pense que le ultimate goal, c'est de se libérer de l'emprise de l'ego, vraiment celle qui nous contrôle, qui nous empêche de prendre des bonnes décisions, sans tuer l'ego, on n'y arrivera pas, mais en l'apprivoisant. En gros, c'est de dire, bah, l'ego, c'est ce voile-là qui modifie notre perception de la réalité,
qui nous empêche de prendre les bonnes décisions. Donc, let's go. On essaye d'être attentif à cette modification de perception de la réalité. On essaye de revenir à la réalité, en fait. Et c'est là où on fait le lien avec mon épisode 2. Ta vérité, reviens à ta vérité, au réel. L'ego is not all bad, mais évidemment, it's not all good. Et quand on dit ego, moi je pense que c'est pas les Donald Trump de ce monde ou les Andrew Tate, ok? Ceux-là, ils ont, pour moi, ok, certes un ego surdimensionné, mais en réalité, ils ont un ego fragile. Moi, j'appelle ça ego fragile parce qu'ils surcompensent en réalité un sentiment d'insécurité. Ces gens-là sont insécures à max, mais vraiment genre fragile, genre. Et ils savent pas qui ils sont et plus t'as de mal à savoir qui tu es toi, bah plus ton ego est fragile parce que tout va trigger ton ego là qui te suit derrière. Et en fait, ton ego, c'est une deuxième personne en fait. C'est quelqu'un qui te suit, c'est un follower en fait. C'est ton best follower. C'est le follower, il like tous tes posts, il regarde toutes tes stories et il réagit tout le temps. Et genre, vraiment, genre, il est dans la réaction, l'ego. Il est pas dans l'analyse, le recul, etc. Il est vraiment dans la réaction, donc dans la protection, tu vois, dans le safe zone. Et du coup, plus on est confiant dans qui on est, plus on arrive à mieux gérer son ego. Parce que vraiment, je pense que l'ego, c'est une représentation de nos insécurités. C'est pour ça que je dis que ça vient des blessures, etc. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. Là, j'ai envie de voir avec toi dans quel moment, genre, l'ego prend vraiment le contrôle, tu vois. Et il y en a plein. Franchement, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, ok, je vais écrire des moments où là, je me souviens avoir laissé mon ego prendre le contrôle. A lot. Et genre, je vais te donner des exemples. Par exemple, quand je suis sur la défensive. C'est-à-dire, j'ai du mal, des fois, à aller demander du feedback. Parce que je suis dans mon ego et je préfère passer à côté d'un feedback positif ou constructif qui va m'aider à avancer, à m'améliorer, etc. Plutôt que de prendre le risque d'avoir un feedback négatif, tu vois. Parce que physiquement, genre vraiment, c'est viscéral, ça me heurte. Parce que j'ai l'impression que c'est à ma personne qu'on s'attaque, en fait. Alors qu'il y a une différence entre qui je suis et ce que je fais. Et c'est ok de critiquer ce que je fais parce que c'est pas qui je suis. En fait, on n'est pas toujours ce qu'on fait, on n'est pas toujours nos pensées, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment un combat de tous les jours. Quand il y a vraiment un truc qui compte pour moi, vraiment au plus profond de moi-même, j'ai compris que si j'évitais d'aller demander spontanément du feedback, je me braque pas quand on me le donne spontanément, mais moi, je ne le demandais pas parce que j'avais peur de heurter, en fait, mon ego. Il y a aussi toutes les situations de perfectionnisme, hein, qui sont clairement là le moment où l'ego prend le contrôle. Parce que, en gros, le perfectionnisme, c'est rien d'autre que de la self-protection. Tu te protèges parce que tu penses qu'en étant parfait, en visant la perfection, à ce moment-là, t'es parfait, il y a rien à dire, rien à redire, donc personne peut te rejeter ou te critiquer. Tu rends tout parfait dans ta life, donc voilà, il n'y a plus rien à juger, plus rien à dire. Et tu penses que c'est enfin à ce moment-là que tu vas te sentir bien dans tes pompes. Mais en réalité, là, tu te fixes des objectifs irréalistes et tu te rajoutes de la pression, du stress, etc. Mon épisode 1. Il y a aussi un truc vraiment, moi, qui m'a beaucoup heurtée, c'est le fait de me sentir euh, trop dérangeante. Et là, franchement, ça pouvait aller loin. Genre, je vous explique. Il y a des années de ça, j'étais en couple et mon mec avait des collègues qu'il aimait bien et tout, et il nous avait proposé d'aller manger chez eux. Et donc moi j'y vais, et donc tout se passe bien, on rigole, enfin voilà, j'apprends à les connaître.
Et à un moment donné, je raconte une histoire où je me mets à rire, je sais plus trop, et il y a des collègues de mon mec de l'époque qui me dit mais pourquoi tu cries? Mais les gars, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, non mais attends, mais c'est qui ce mec? Mais pour qui il se prend? Mais pardon, mais désolé d'aimer la vie, en fait, ça s'appelle avoir de la personnalité, ce que t'as pas visiblement. Et j'étais là en mode shut down, genre j'ai plus du tout parlé de la soirée, je me suis complètement refermée sur moi-même. J'étais là, je regardais mon assiette, je comptais le nombre de patates, j'étais focus sur le fromage à raclette. C'était la première fois de ma vie que j'avais pas laissé brûler le fromage. Franchement, j'étais plus là, en fait. Mon ego avait complètement pris le contrôle de la situation. Et le pire, c'est que quand je suis rentrée à la maison, donc avec mon copain de l'époque, mais j'ai fait sa fête, en fait. Je lui ai dit, mais pardon, mais tu me défends pas, en fait? Mais tu sers à quoi? Bah, enfin, genre, clairement, là, t'as pas pris ma défense. Ça veut dire que, quoi, moi, tu trouves que je crie, moi aussi? Et puis, enfin, laisse tomber, moi, je veux plus jamais les revoir, tes collègues. C'est terminé. Et puis, tu sais, le gars était là en mode, mais non, mais calme-toi, mais c'était pas méchant et tout ça. Je dis, ah non, non, mais comment ça, c'est pas méchant? Mais genre, juste, pardon, mais d'aimer la vie. Et j'étais là à lui reprocher de pas m'avoir défendu, quoi. Enfin, it's giving beaucoup d'ego, là. Et ça, voilà, c'était un trigger pour moi. Et j'ai réalisé, voilà, qu'en fait, ça venait piquer là où, dans mon enfance, on me disait justement d'être discrète, de pas parler fort, de pas rigoler, que c'était les mecs qui faisaient ça et pas les meufs, etc., etc. Il y a plein d'autres moments dans lesquels l'ego prend le contrôle. C'est aussi, il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur accorde beaucoup, beaucoup d'attention constamment. Et même si c'est pas des gens que tu kiffes. Genre, moi, je connais des personnes, elles répondent à des mecs qui envoient des DM sur Insta alors qu'elles les trouvent pas attirantes, pas intéressantes, il n'y a pas de conversation. Mais ces personnes, elles alimentent la conversation pour la seule et unique raison que ça leur donne de l'attention, qu'elles demandent et qu'elles ont besoin, tu vois. Et là, pour moi, bah, c'est la preuve d'insécurité. Et c'est là où l'ego, bah, bam, reprend le contrôle, tu vois. Il y a aussi ben, les moments où tu diffères la prise de décision. Je sais que moi, ça m'est arrivé beaucoup de demander les avis des autres, de demander aux autres de prendre une décision pour moi parce que j'avais trop peur de pas prendre la bonne décision. Et je pense qu'inconsciemment, il y avait ce truc de bah, si ça se passe mal, bah, il y aura des gens à blâmer, tu vois. Et du coup, j'évitais mon propre sens d'échec parce que c'est ma phobie, l'échec et mes propres critiques en fait. Parce que j'avais peur, et ça je l'ai compris là récemment. J'avais peur qu'on me traite comme moi je me traitais, c'est-à-dire que dès que je prends pas une bonne décision, bah moi je dors pas, je ressasse toute la nuit, je me fais des oh t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, redire ci, je refais les scénarios, je refais les dialogues les gars. Moi ça part en film IMAX, vas-y sortez les lunettes quoi, tu vois. Donc c'est chaud. Là c'est clairement mon ego qui contrôle et moi je suis esclave comme ça, je suis en PLS. T'as ceux qui ben, parlent mal des autres pour se sentir mieux, qui aiment pas quand les gens réussissent parce ils se sentent menacés, mais en réalité c'est l'ego hein, qui est menacé. Parce qu'au lieu de voir que la réussite des autres c'est pas ton échec, parce que le gâteau il se partage en plusieurs parts, et que t'es pas le seul à mériter du succès, parce que souvent les gens ils disent ouais mais moi je pense que je mérite plus le succès que celui-là parce que j'ai mis plus d'efforts. Ben non, c'est ton ego en fait qui pense ça. C'est aussi ceux qui sont souvent dans la comparaison aux autres. Euh, Et là, pareil, c'est l'ego qui te critique sans cesse. Parce que tu penses que t'es pas assez, parce que pour toi, il en faut toujours plus pour être assez bien, assez attirant, assez successful. Bref, tu cherches constamment la validation des autres, ce que les gens se pensent de moi. Et en gros, enfin, en tout cas, tu mets plus d'énergie à penser à quoi les gens peuvent penser de ce que tu fais plutôt que de faire ces choses-là. Et sinon, au contraire, ben, tu trouves que t'es pas assez, tu vois, tu te trouves insuffisant. Donc tu redoubles d'efforts pour être aimé. Tu penses que t'es pas méritant. Euh, Souvent aussi, il y a des gens qui vont manquer d'empathie.
qui vont se concentrer uniquement sur leurs besoins et leurs désirs parce qu'ils pensent que ceux-là sont plus importants que ceux des autres. Et souvent, ils manipulent les autres pour arriver à combler leurs besoins et leurs désirs. Ils veulent toujours avoir raison et ce désir de toujours en avoir plus, en fait, d'être jamais satisfait de ce que tu as, de ce que tu es, etc. Ça, c'est vraiment ego. Vraiment it's giving ego, là, tout ça. Et donc, l'idée derrière l'ego, si je pouvais, en fait, rassembler toutes ces idées auxquelles j'ai pensé, c'est de dire, en fait, t'es dans ton ego quand t'essayes de prouver aux autres quelque chose, quand t'es dans la protection, tu veux te protéger des autres, quand t'es dans le perfectionnisme, tu cherches vraiment la perfection de tout, pour pas qu'on te critique, pour qu'on continue de t'aimer, et quand tu cherches à plaire aux autres. Et en fait, il y a une vraie différence entre être dans son ego et être dans son, moi, ce que j'appelle true and authentic self. Vraiment dans ta vérité. Et je pense que l'idée, c'est juste de prendre conscience des moments où t'es dans ton ego et le faire de manière bienveillante, c'est de pas s'auto-flageller parce que ça nous arrive tous et écoutez, on grandit. Mais vraiment d'essayer d'être capable de faire la différence. Je vous ai dit quand est-ce qu'on était dans son ego. Cet ego, c'est prouver, protéger, perfectionner, plaire, se critiquer tout le temps. C'est le people pleasing, tu vois. C'est chercher la validation, la reconnaissance constamment. C'est donner, mais pas de manière authentique, pas sincère, tu vois. C'est donner en attendant quelque chose en retour. Et tout ça, tu le fais parce que tu te protèges, en fait. Tu te protèges des vraies connexions que tu peux avoir aux autres. Tu t'empêches d'être vulnérable. Et des fois, c'est dur de faire la diff entre l'ego et ta vérité, ton true authentic self. Mais ton true authentic self, il part d'un endroit où est-ce qu'il peut créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui a du sens, le partager aux autres, contribuer en fait dans ce monde. La personne, elle utilise ses talents, sa créativité, ses compétences pour apporter quelque chose aux autres, au monde, grandir, apprendre, partager. C'est quand t'es dans la connexion avec les gens, avec la nature, que t'es dans ton true authentic self. Et c'est quand t'es en train de cultiver aussi ton jardin, t'es en train de cultiver ce qui est important, ce qui fait du sens pour toi et dans ce monde, tu vois. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une conversation avec toi-même et te dire, bah, quand est-ce que j'essaye de prouver les choses et quand est-ce que non, je suis clean, en fait. Je viens là sans forcer, sans manipuler, sans culpabiliser l'autre. J'essaye pas de prouver, tu vois. Je pense que c'est important de juste prendre conscience de ces moments-là. Et encore une fois, l'idée, c'est de pas rejeter l'ego parce que l'ego a sa place. Et au contraire, tu serais un imposteur en fait si tu mettais pas en lumière tes qualités. Genre c'est ok de se présenter tel qu'on est vraiment, de reconnaître ses compétences, ses talents et d'affirmer haut et fort tes qualités qui sont vérifiables et confirmées. Tu serais un imposteur hein, si tu disais que t'avais pas de qualité, si t'assumais pas qui t'étais. Tu serais un imposteur si tu t'empêchais d'être bon que par peur d'échouer. Ou si tu sais que t'es bon et tu te dis que t'es mauvais. T'es un imposteur. Parce que on a besoin de toi en fait. Il n'y a aucune personne qui peut incarner exactement la personne qu'on incarne et qu'on est vraiment. Donc, no shame in shining. Continue de briller. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème français. Le fait de valoriser cette fausse humilité, le fait de se faire discret, de pas parler plus fort que les autres, de pas chercher de l'attention, de pas montrer que tu connais tes qualités et que t'es fier de toi, oser dire que tu vaux vraiment, quelles sont tes valeurs. Je trouve qu'en France, il faut faussement se dévaloriser ou vraiment s'auto-flageoler pour de vrai parce qu'on finit par à force de le faire, on finit par croire en fait. Et c'est là où, pour moi, la clé, c'est de savoir qui tu es parce que je parle beaucoup de self-love et de self-care, but self-trust is a big one. Se faire confiance parce que l'ego, par de lui-même, naturellement, il quitte la pièce quand tu te fais confiance. Parce que quand tu te fais confiance, tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, t'as plus besoin de ton ego pour te protéger. T'as plus besoin du masque, en fait. Et je vais finir cet épisode
en vous partageant une méthode, la méthode de Frank Shamrock. Non pas, encore une fois, pour éliminer l'ego, parce que je vous ai dit, l'ego peut avoir du bon, et de toute façon, on peut pas réparer toutes ces blessures. Enfin, je veux dire, ça demande une vie, et puis il faut devenir moine tibétain, je pense, pour y arriver. Mais l'idée, c'est de le défier. Self-awareness, guys. That's the key. Et c'est dans le livre Ego is the Enemy, l'ego est l'ennemi de Ryan Holiday, qui est le fondateur de American Apparel. C'est un magasin de vêtements genre un peu vintage, qui avait fait fureur notamment en Amérique du Nord. Et donc c'est le créateur de cette compagnie qui est donc parti vraiment de rien, qui a fait un succès de cette boîte, qui l'a rendu millionnaire, et puis qui, à cause de son ego mal placé, a fait couler sa boîte. Et c'est pour ça que le gars s'est quand même fait tatouer Ego is my enemy sur le bras. Le gars, c'est réel. L'ego, c'est réel. Et donc, ce livre, il est intéressant parce que il te partage cette méthode, en fait, de comprendre dans quel moment de la vie l'ego intervient et dans quel ego a besoin de quoi. En gros, il y a l'ego quand tu aspires à faire quelque chose de bien, t'as l'ego quand tu réussis quelque chose et t'as l'ego quand t'as échoué. En gros, quand tu aspires à faire quelque chose de bien, ton ego a besoin d'un égal. Parce que ton égal va te challenger. Vous avez le même niveau de skills, il est ambitieux comme toi, c'est un compétiteur qui te force toi à t'améliorer et à te pousser pour aller plus loin et challenger tes capacités. Et donc, t'es obligé en fait de grandir, t'es obligé de pas obsessionner sur l'opinion des autres et de chercher la validation et de t'embarrasser de ces choses-là, parce que si tu fais, tu perds ton temps et tu risques du coup qu'on te dépasse, tu vois. Et du coup, l'idée, c'est que quand tu aspires à faire quelque chose de bien, exemple, tu veux devenir écrivain, bah tu t'entoures d'écrivains. Et tu lis des publications d'écrivains et puis tu fais des feedbacks. Tu vois, moi, par exemple, j'aimerais bien être une meilleure danseuse. Du coup, je m'entoure de danseurs comme moi, tu vois. Et on va traîner ensemble, on se donne des feedbacks positifs, négatifs. On se tire vers le haut. Ensuite, il y a quand t'as réussi. Psartek, bravo. You did it. Congrats. Ok, très bien. Mais là, ton ego, il a besoin d'un plus. Bah ouais, frère. Parce que là, ton ego, il commence à s'inventer des histoires. Il commence à croire, ça y est, que c'est le plus fort et tout. Ça part rapidement, hein, la tête, elle enfle vite. Et c'est là où ton ego, il a besoin d'une dose d'humilité pour que tu restes focus, en fait, sur le bigger goal. Et en fait, cette humilité, ce plus dont ton ego a besoin, c'est cette personne qui est meilleure que toi. Pour te rappeler qu'il y aura toujours plus grand, plus fort que toi. Et moi, c'est con, mais c'est quand je vais dans la nature que j'ai ce rappel, genre piqûre de rappel. Quand je marche ou je vais dans la montagne, que je vois les montagnes, et je me dis, mais je suis tellement une petite merde, mes problèmes sont tellement de la merde à côté de la grandeur, l'immensité du monde, tu vois. Tu te sens comme un petit grain de sable dans cet univers. Et ça, ton ego, tu vois, il redescend et ça fait du bien, je trouve. Et enfin, il y a l'ego quand t'as échoué. Quand t'as échoué, ben, ton ego, il a besoin d'un moins. Parce que la personne qui est moins bonne, moins forte que toi, elle te force à regarder objectivement ton échec, à apprendre aux autres, à récolter les leçons apprises. Parce que quand t'as un moins, quand t'as quelqu'un qui est moins fort que toi, tu vas prendre le temps de lui enseigner. Et en prenant le temps d'enseigner aux autres, tu passes moins de temps à ressasser ton échec, premièrement. Et deuxièmement, t'essayes de trouver de nouvelles manières pour t'améliorer et pour gagner, tu vois. Si t'as perdu une compétition et que tu commences à enseigner aux autres ce qui s'est passé, pourquoi t'as échoué, si t'essayes de leur apprendre, eux, à devenir meilleurs, et ben, en apprenant aux autres, on apprend soi-même, en fait. On trouve des nouvelles solutions, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, à ce moment-là, ton ego a besoin d'un moins. Et donc, t'as cette équation, en fait, du plus, moins, égal, en fonction de si t'aspires à faire quelque chose, si t'as déjà réussi un truc ou si t'as échoué. Et en gros, là, ben, la recherche de l'excellence, c'est de se dire, il faut une combinaison des trois, du plus, du moins et du égal. Et avant tout, faut savoir qui on est. Vraiment, je pense que l'ego, avant tout, c'est un masque de toutes nos insécurités.
Et moi, la première, quand je suis dans mon ego, quand j'ose pas aller voir ce mec et lui parler, c'est que je suis insécure. J'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur. Enfin, c'est des peurs et c'est un manque de confiance en soi et c'est peut-être aussi un manque de connaissance de soi. Donc moi, mon premier conseil, c'est self-trust, apprendre à te faire confiance, vraiment. Et je pense que ça doit être absolument un nouvel épisode, tu vois, genre sur la confiance pour nous aider à ce self-trust, à trouver la confiance véritable en nous, pour pas éliminer l'ego, encore une fois, hein, mais lui donner des petites droites, des petits uppercuts, tu vois, parce que en gros, je vois la vie comme un combat de boxe. Il y a toi et ton ego. Et faut lui mettre des droites, les gars. Quand il commence à prendre la conf, quand il gagne 1, 2, 3 rounds, à un moment donné, faut sortir les uppercuts et les esquives. Ah, bam, bam. Donc voilà. Donc, j'ai commencé en parlant de Mike Tyson, je finis en parlant d'un combat de boxe que j'espère que tu vas gagner. Your true authentic self, évidemment. Donc fais attention à toi, la famille, vraiment. Euh, c'est un process, tout ça. Ça se fera pas du jour au lendemain, donc vraiment, on est ensemble. Faut pas abandonner. Trust le process, as always. Et bah, take it easy. Jusqu'au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté, c'était vraiment cool. Ciao!